Imaginez. La nuit, une rivière, un champ, des centaines de tentes. La scène brille si fort qu'on peut la voir à des kilomètres à la ronde. La musique bat son plein, les gens hurlent les paroles des chansons, rinent, dansent. L'atmosphère est telle qu'il semble qu'on ne puisse penser à rien d'autre qu'au plaisir ici. Pourtant, pour l'une des participantes au festival, cette nuit-là devait être la dernière. Aoife Murphy était venue ici avec son nouveau petit ami, Liam O'Connell. Leur relation ne durait que depuis quelques semaines, mais ils ressemblaient à un couple qui ne fait rien d'autre que se sourire mutuellement. Des amis disaient Aoife semblait avoir retrouvé la joie de vivre et Liam faisait tout son possible pour se montrer le partenaire idéal. Cela semblait être le début de quelque chose de sérieux. Mais dès le lendemain matin, la situation avait complètement changé. Le festival était silencieux, la foule était partie, et sur le champ, il ne restait que des sacs poubelles et des feux de camp éteints. Et c'est Liam qui s'est rendu à la police. Il a signalé la disparition d'Aoife. C'est ainsi que la fête bruyante est devenue le point de départ d'une enquête qui, pas à pas, allait démanteler la façade brillante de cette histoire. Aoife Murphy ne doit pas être perçue comme une simple ligne dans un dossier de personnes disparues. Elle avait une vraie vie, avec des études, des rêves et des projets d'avenir. Née et élevée à Dublin, elle s'est inscrite au collège d'art et se considérait comme une personne créative. Aoife aimait par-dessus tout dessiner. Elle avait toujours un carnet de croquis avec elle. Des amis racontaient là qu'elle pouvait s'asseoir dans un café et, en quelques minutes, esquisser un portrait du serveur ou d'un passant, puis rire quand tout le monde lui demandait de le montrer. En plus de ses études, elle travaillait dans une librairie. Là, elle pouvait passer des heures à regarder des albums illustrés et des livres d'histoire de l'art. Ses proches se souvenaient qu'Aoife rêvait de partir un jour à l'étranger, peut-être en Italie ou en France, pour y étudier. Elle élaborait des plans des années à l'avance et semblait être quelqu'un pour qui tout commençait juste. Il y avait 2 hommes dans sa vie, et ce sont eux qui ont joué un rôle clé dans la suite des événements. Liam O'Connell est apparu de manière inattendue. Ils se sont rencontrés par le biais d'amis communs, et dès le début, la relation s'est développée rapidement. Aoife avait 20 ans, Liam était un peu plus âgé. Il semblait confiant, énergique, et savait comment faire impression. Pour elle, c'était une nouvelle expérience après une longue et compliquée relation avec Cormac. Les amis d'Aoife ont remarqué qu'elle semblait plus heureuse avec Liam. Ils passaient presque tout leur temps ensemble. Ils la photographiaient souvent, postaient les photos sur les réseaux sociaux et écrivaient de longs messages sur le bonheur qu'ils avaient. En public, Liam soulignait avec zèle leur proximité, comme s'il voulait s'assurer le rôle du petit ami parfait. Aux yeux des autres, cela semblait touchant, mais de l'extérieur, cela pouvait aussi paraître trop envahissant. L'histoire avec Cormac Doyle était tout à fait différente. Lui et Aoife étaient ensemble depuis presque 3 ans. Cette relation avait commencé au lycée, s'était poursuivie à l'université, mais avait commencé à s'effriter progressivement. Ils avaient des visions d'avenir différentes, des conflits constants et de la jalousie. Aoife voulait évoluer, consacrer plus de temps à ses études et à l'art. Cormac, en revanche, s'accrochait à elle et essayait de contrôler sa vie. La rupture fut difficile. Aoife essayait de passer à autre chose, mais il ne la lâchait pas. Il continuait à lui envoyer des messages, tantôt la suppliant de revenir, tantôt l'accusant de trahison. Leur correspondance a été conservée et elle était pleine de tension. Les proches disaient qu'elle n'aimait pas en parler avec eux, mais c'était évident. Pour elle, tout cela était encore difficile. Cette histoire douloureuse s'est déroulée en toile de fond de sa nouvelle romance avec Liam. Et c'est précisément au festival de County Clare que s'est produit ce qu'Aoife attendait le moins. Au même moment, au même endroit, se trouvait à la fois Liam, avec qui elle commençait un nouveau chapitre de sa vie, et Cormac,
avec qui ce chapitre était déjà clos, mais avait laissé trop de non-dits. Des centaines de personnes, de la musique, de l'alcool. Et au milieu de tout cela, une tension qui pouvait mener à tout. Pour les enquêteurs, cette rencontre est devenue un point crucial. La disparition d'Aoif ne pouvait pas être examinée indépendamment de ces deux histoires. Dès le début, il était clair. Pour savoir ce qui s'était passé au festival, il fallait examiner de près les deux hommes et les relations qui les liaient à Aoif. C'est exactement ainsi que l'enquête a commencé. En début de soirée, le festival atteignait son apogée. La musique résonnait de la scène principale, la foule chantait en chœur, des feux de camp brûlaient, et tout autour régnait ce mélange de liberté et de chaos pour lequel les gens venaient ici. Mais c'est précisément à ce moment, au milieu du plaisir, qu'une rencontre a eu lieu, qui a tout bouleversé. Dans la foule, son ex-petit ami, Cormac Doyle, a remarqué Aoif. Il était ivre, et c'était immédiatement visible. Yeux rouges, mouvements brusques, paroles confuses mais bruyantes. Des témoins se sont souvenus qu'il s'était approché d'Aoif brusquement et sans saluer, et avait commencé à lui faire des reproches. Sa voix était si forte que même des personnes situées à plusieurs mètres se sont retournées. Les gens n'ont pas tout de suite compris ce qui se passait, mais la tension était immédiatement palpable. Cormac parlait de trahison, du fait qu'elle l'avait quitté pour un autre. Il agitait les mains, son discours devenait de plus en plus fort. Aoif répondait doucement, presque en chuchotant, mais ne pouvait pas l'arrêter. La situation a rapidement dépassé une conversation normale. La foule, venue pour danser, est soudainement devenue témoin d'une dispute. Certains observaient de loin, d'autres filmaient même la scène avec leur téléphone portable. Plusieurs personnes ont décrit plus tard qu'Aoif semblait confuse et effrayée. Elle ne s'attendait pas à une telle scène. Sa nouvelle relation avec Liam était fraîche, insouciante, et le contraste avec cette explosion émotionnelle était trop fort. À ce moment-là, Liam est intervenu. Il s'est placé à côté, puis entre eux, pour arrêter Cormac. Mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. L'ex-petit ami a interprété cela comme un défi. Désormais, sa colère s'est également dirigée vers Liam. Des insultes, des accusations, de vieilles histoires ont été ravivées. La foule autour d'eux s'est visiblement animée. Certains ont tenté de les séparer avec des mots, mais la plupart se sont contentés de regarder, car de tels conflits attirent souvent l'attention dans un environnement bruyant. À chaque phrase, la tension augmentait. Liam est resté calme, mais cela n'a fait qu'agacer davantage Cormac. Aoif a essayé de détourner la conversation, l'a supplié d'arrêter, mais la situation était déjà hors de contrôle. Plusieurs témoins oculaires ont déclaré plus tard à la police. Cela ressemblait à une scène de la vie privée d'une autre personne, inopinément rendue publique. Les gens se sentaient mal à l'aise, mais n'intervenaient à pas. Finalement, Liam a pris Aoif par la main et l'a littéralement tiré à l'écart. Il était environ 23 heures. Ils se sont dirigés vers le campement et des dizaines de personnes ont vu ce moment. Ce fut le dernier témoignage fiable de la présence d'Aoif au festival. Après cela, personne ne l'a plus revu. Cette scène est cruciale. C'est elle qui a divisé les événements en un « avant » et un « après ». Pour la police, c'est devenu le point de départ. La dispute était trop forte et trop visible pour être ignorée. Elle a donné le premier indice à l'enquête. 3 personnes liées se trouvaient au centre d'un drame. Et c'est précisément à ce moment que l'histoire de la recherche a commencé, qui allait bientôt dépasser largement l'enceinte du festival. La recherche d'Aoif a commencé le matin même où Liam s'est adressé à la police. Une cellule d'opération a été mise en place directement sur le site du festival. Au début, tout ressemblait à une vérification normale. Les participants pensaient qu'il s'agissait d'une perte temporaire, car de tels cas ne sont pas rares lors de grands événements. Mais à mesure que le temps passait et que la jeune fille ne réapparaissait pas, il est devenu clair que la situation était bien plus grave. Pendant les premières heures, la police a travaillé selon le schéma standard.
Le site du festival a été divisé en secteurs et passé au peigne fin. Des dizaines de policiers et de volontaires ont marché en chaîne, inspectant chaque mètre, les tentes, la scène, le champ près de la rivière, les buissons voisins. Tout a été vérifié. Les participants au festival ont aidé, certains distribuant des lampes de poche, d'autres apportant de l'eau. Après quelques heures, des équipes cynophiles ont été sollicitées pour la recherche. Les chiens ont suivi la piste des affaires d'Aoif, mais ne sont restés fiables que jusqu'à la scène où la dispute avec Cormac avait eu lieu. Après cela, la trace s'est perdue. La police a élargi le rayon de recherche. Un hélicoptère s'est envolé et a commencé à inspecter les zones adjacentes au champ. D'en haut, on essayait de repérer quelque chose d'inhabituel. Des objets abandonnés, des silhouettes, des traces au sol. Mais l'image était nette. L'hélicoptère a survolé la rivière, dont le courant était considéré comme dangereux. Des plongeurs y ont également été envoyés. L'eau était froide et trouble, les conditions difficiles. Pendant plusieurs heures, ils ont plongé, exploré le fond, mais n'ont rien trouvé. Pendant ce temps, la recherche à terre se poursuivait. Toutes les méthodes ont été utilisées, de la vérification des poubelles à la fouille des bâtiments abandonnés à proximité. On a même regardé dans les bouches d'égouts et vérifié les vieilles granges. Mais aucune trace. Il n'y avait ni sac, ni téléphone, ni vêtements. Comme si Aoif s'était volatilisé. La police a demandé les données à l'opérateur de téléphonie mobile. Le téléphone d'Aoif s'était connecté au réseau pour la dernière fois vers 23 heures, dans le même secteur où elle avait été vue avec Liam. Après cela, le silence. Aucun message n'a été envoyé, aucun appel n'a été passé. L'appareil n'est jamais réapparu sur le réseau. C'était un signal alarmant. Normalement, même en cas de perte banale, les gens trouvent un moyen de se signaler. Mais ici, le signal a complètement disparu. Les détectives ont commencé à établir une chronologie. Ils ont tout noté. Qui avait vu Aoif? À quelle heure? Dans quel état elle se trouvait? Ils ont comparé les déclarations des témoins oculaires. L'image qui en ressortait était contradictoire. Certains assuraient qu'elle était partie en direction des tentes, d'autres affirmant l'avoir vue au foot court. Mais aucun témoin n'a pu confirmer sa présence après qu'elle eût quitté la scène avec Liam. Les jours passaient, et plus le temps s'écoulait, plus il devenait clair. Une simple recherche ne donnerait aucun résultat. Normalement, au moins une petite chose apparaît, un objet trouvé, une empreinte de chaussure, un indice. Ici, il n'y avait même pas cela. Comme si tout avait disparu avec elle. Pour la police, cela ne signifiait qu'une chose. Il était temps de passer à la phase suivante. Et l'attention s'est portée sur l'entourage d'Aoif. Tout ce qui n'avait pas pu être trouvé sur le sol et dans l'eau devait être recherché dans les déclarations de ceux qui avaient passé les dernières heures du festival avec elle. Dès le début, les enquêteurs avaient un personnage évident autour duquel les premières théories se sont construites. Il s'agissait de l'ex-petit ami d'Aoif, Cormac Doyle. Son nom a déjà été mentionné lors de l'interrogatoire des témoins, car son comportement au festival était particulièrement frappant. Dans une situation où il n'y avait ni objet, ni trace, ni preuve directe, il était logique de porter l'attention sur celui qui, la dernière soirée, était entré ouvertement en conflit avec Aoif. Cette dispute est devenue le détail crucial. Les gens qui se trouvaient près de la scène ont tous dit la même chose. Cormac ne semblait pas seulement énervé ou blessé. Il était dans un état de forte excitation. En lui, il y avait tout. La jalousie, le ressentiment, l'alcool. Son discours était incohérent, mais fort. Il criait si fort que même la musique ne pouvait pas couvrir ses paroles. On l'entendait accuser Aoif de trahison, dire qu'elle l'avait humilié et que cela ne se terminerait pas comme ça. Pour les policiers, de tels mots sont immédiatement devenus un indicateur important. Une personne avec un tel bagage émotionnel
pourrait tout à fait passer des paroles aux actes. Ce tableau a été renforcé par les enregistrements de correspondance qui ont été saisis chez Aoif. Dans son téléphone, on a trouvé des dizaines de messages de Cormac datant des dernières semaines. Dans ceux-ci, il la suppliait tantôt de revenir, tantôt l'accusait d'avoir détruit sa vie. Certains messages semblaient presque des menaces. « Tu le regretteras. Je ne te laisserai pas me rayer de ta vie. Il ne me remplacera pas. » De telles formulations sonnaient effrayantes, surtout compte tenu de sa disparition. Pour les enquêteurs, c'était une confirmation directe que le conflit perdurait même après la rupture. La police a également noté d'autres détails. Selon des témoins oculaires, Cormac a beaucoup bu au festival, titubait et a été vu se battre avec un autre homme avant même de rencontrer Aoif. Au moment de la dispute, il était dans un état que beaucoup ont décrit comme incontrôlable. Plusieurs témoins ont affirmé l'avoir vu essayer de saisir le bras d'Aoif alors qu'elle s'écartait avec Liam. Et même si cela ne ressemblait pas à une agression, la simple tentative de la retenir n'a fait qu'accroître les soupçons. Pour la presse, cette piste était particulièrement commode. Les journaux locaux ont rapidement fait de Cormac l'image d'un ex jaloux qui n'avait pas supporté la rupture. Des titres tels que « La dispute qui est devenue la dernière » et « La jalousie comme motif » sont apparus dès les premiers jours. L'opinion publique s'est formée encore plus vite que les rapports de police. Pour les habitants de la ville, Cormac semblait être le coupable évident. Il était colérique, bruyant, se comportait de manière provocante, et tout cela coïncidait avec le moment où Aoif a disparu. Finalement, il est devenu le suspect officiel numéro 1. Les enquêteurs avaient tout pour construire leur première théorie sur lui. Un mobile sous forme de jalousie, l'occasion. Il était au festival à proximité et une scène émotionnelle directe dont des dizaines de personnes ont été témoins. Tout indiquait que Cormac aurait pu être le dernier à voir Aoif avant sa disparition. Cependant, le travail des détectives se limite rarement à ce qui semble évident. Et plus l'enquête avançait, plus ils tombaient sur des détails qui commençaient à détruire cette image simple. Lors des premiers interrogatoires, Cormac s'est comporté de manière à littéralement diriger l'enquête contre lui-même. Dès les premières minutes, il était clair, l'homme était tendu, brusque et absolument pas prêt pour une conversation constructive. Tantôt il élevait la voix, tantôt il se taisait soudainement, puis il recommençait à se disputer avec les détectives, les interrompant et essayant de dévier la conversation sur d'autres sujets. Il n'y avait aucune cohérence dans ses propos. Et cela contrastait fortement avec la manière dont se comportent normalement les gens qui sont convaincus de leur innocence et qui veulent rapidement dissiper les soupçons. Interrogé sur les événements de cette nuit-là, Cormac a commencé à se contredire. Il a d'abord affirmé qu'après le conflit, il était simplement parti chercher des connaissances, puis qu'il s'était assis avec un groupe autour d'un feu de camp, et plus tard, il a dit qu'il avait erré seul sur le site du festival le reste de la nuit. Les enquêteurs ont noté chacun de ces mots avec soin et ont immédiatement constaté ces versions ne concordaient même pas entre elles. Aux questions de clarification, il a répondu avec irritation, ajoutant souvent des phrases comme « je l'ai déjà dit » ou « je ne suis pas obligé de m'en souvenir ». Le point le plus faible de ces récits étaient les références à l'alcool. Il a dit qu'il avait trop bu, c'est pourquoi une grande partie de ce qui s'était passé était simplement sorti de sa mémoire. Selon ses dires, il ne pouvait pas donner l'heure exacte, ne pouvait pas décrire avec qui il était, et il ne se souvenait même pas comment il avait atterri dans sa tente le matin. Pour les enquêteurs, cette attitude semblait extrêmement douteuse. L'ivresse n'est pas un alibi, mais plutôt une excuse pour toutes les lacunes, et c'est précisément ainsi qu'elle a été perçue dans les procès-verbaux. De plus, Cormac n'avait pas un seul témoin qui aurait pu confirmer ses dires. Certaines personnes se souvenaient effectivement de l'avoir vu le soir près de la Seine, au moment de la dispute. Mais ce qui s'est passé ensuite, personne ne pouvait le dire. Ses propres amis ont dit qu'ils l'avaient perdu de vue et ne l'avaient retrouvé que le matin. Cela laissait une énorme période ouverte, pendant laquelle il aurait pu tout faire. Et c'est précisément cette période qui coïncidait avec les heures critiques,
après 23 heures et jusqu'à l'aube. Pour la police, cela ressemblait à une menace directe pour sa position. Une personne qui se trouve au centre d'un conflit bruyant avec une personne disparue n'a pas de ligne de défense claire et pas d'alibi confirmé. Et chaque nouvel interrogatoire ne faisait que renforcer l'impression qu'il cachait quelque chose ou qu'il n'avait absolument pas le contrôle de lui-même cette nuit-là. La presse a écrit que le comportement de Cormac soulevait de sérieuses questions et les titres des journaux indiquaient directement son implication dans la tragédie. À ce stade, la version semblait plausible. Un ex jaloux, une correspondance avec des menaces, des dizaines de témoins d'une scène publique et surtout l'absence d'un alibi fiable. Tout concordait si bien, comme s'il devait être le coupable. Mais les enquêtes ont une particularité. Parfois, ce qui semble le plus simple et le plus compréhensible n'est que la couche extérieure. Et à y regarder de plus près, cette couche a commencé à s'effriter, révélant une image complètement différente. Après que la police a officiellement annoncé que Cormac restait le principal suspect, sa vie a changé radicalement. S'il avait auparavant essayé de garder une certaine contenance, après les premières publications dans les journaux, il s'est définitivement refermé sur lui-même. Il n'apparaissait plus dans les cercles connus, ne venait plus aux rencontres avec des amis et ne quittait presque plus la maison. Quand les journalistes montèrent la garde devant son entrée, il leur criait dessus, essayait de cacher son visage des caméras avec ses mains, et parfois, il s'en allait simplement en claquant la porte si fort que tout l'immeuble l'entendait. Les voisins ont remarqué qu'il se comportait également de manière suspecte au quotidien. Il ne saluait pas, ne parlait à personne, pouvait sortir la nuit et faire des tours autour de la maison. Tout cela ne faisait que renforcer l'impression qu'il cachait quelque chose. Pour les bénévoles et la famille d'Aoif, son comportement a été un véritable choc. Alors que des dizaines de personnes se rassemblaient pour fouiller les champs et les forêts, Cormac n'était pas parmi elles. Il ne s'est jamais joint aux équipes de recherche. Lors des réunions où les itinéraires étaient discutés, il n'apparaissait pas. Les proches d'Aoif ont essayé de lui parler, lui ont demandé de l'aide, mais n'ont rencontré que de l'agressivité ou un silence froid. De l'extérieur, il semblait qu'il non seulement ne pleurait pas, mais se distanciait complètement de tout ce qui s'était passé. Les journalistes ont immédiatement repris cette ligne. Les journaux ont publié des photos de Cormac avec des titres tels que « Le principal suspect reste silencieux »,« L'ex jaloux n'aide pas à la recherche ». En première page d'un journal irlandais, une grande photo est apparue. Cormac marche dans la rue, capuche sur la tête et le regard baissé. Sous l'image, un commentaire d'une source policière affirmant qu'il se comportait de manière suspecte et non coopérative. Pour le public, de tels détails sont devenus la preuve directe de sa culpabilité. Les habitants le discutaient littéralement dans chaque pub et dans chaque rue. Dans une petite ville, de telles histoires deviennent le centre de l'attention. Et bientôt tout le monde connaissait le nom de Cormac. Les gens échangeaient des versions, inventaient des détails qui n'existaient pas, colportèrent des rumeurs selon lesquelles quelqu'un l'avait vu quelque part près de la rivière cette nuit-là. Dans de telles conditions, même les faits les plus simples sont déformés et l'image de l'ex dangereux se renforce encore davantage. Pour la plupart, il n'était plus un suspect, mais un coupable qui avait réussi à échapper à la punition pendant un certain temps. La police a également agi de manière prévisible à cet égard. Dans le contexte de la dispute bruyante, de la correspondance avec les menaces et de son comportement manifestement agressif, Cormac était la cible la plus commode. L'enquête s'est concentrée sur lui et la pression n'a fait qu'augmenter. Chaque nouvel interrogatoire, chaque mot irrité de sa part, était considéré comme une nouvelle confirmation de la théorie de son implication. Et même si aucune preuve directe n'est apparue, cela a suffi à concentrer toutes les forces sur lui. Pendant ce temps, une autre personne était proche de l'affaire, Liam. Son comportement était très différent. Contrairement à Cormac, reclus et agressif, il semblait ouvert et coopératif.
Il a donné des interviews aux chaînes de télévision locales, a répondu calmement aux questions de la police, a décrit chaque détail de la soirée, a passé des heures en interrogatoire et ne s'est jamais plaint. Ses récits donnaient l'impression qu'il était sincèrement préoccupé et essayait d'aider les enquêteurs. Pour les journalistes, c'était avantageux. Sur fond de Cormac, qui ressemblait au méchant, Liam apparaissait comme une figure tragique. Il était présenté comme un ami inconsolable qui venait de commencer un nouvel amour et l'avait perdu du jour au lendemain. Les journaux ont écrit des histoires sur la façon dont il apportait des fleurs à l'endroit où Aoif avait été vu pour la dernière fois. Comment il tenait sa photo dans ses mains et demandait à tout le monde de ne pas abandonner la recherche. L'opinion publique s'est formée immédiatement. Cormac est le coupable. Liam est une victime des circonstances. Mais c'est précisément cette confrontation qui a joué un rôle décisif. Tandis que toute l'attention était concentrée sur l'ex-petit ami, le véritable coupable est resté dans l'ombre. Il a joué son rôle habilement. Et sur fond du conflit ouvert entre Aoif et Cormac, personne ne soupçonnait que les soupçons auraient dû tomber sur une toute autre personne. Alors que toute l'attention du public et de la plupart des enquêteurs était concentrée sur Cormac, la personne de Liam semblait exemplaire. Il était perçu comme l'image du petit ami parfait qui avait perdu sa bien-aimée et était prêt à aider la police par tous les moyens possibles. Il se rendait volontiers aux interrogatoires, restait des heures dans les bureaux et, contrairement à Cormac, ne se disputait pas et ne se refermait pas sur lui-même. Dès le début, il semblait être quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Mais précisément, cette disponibilité et ce calme ont commencé à soulever des questions chez l'un des détectives. Liam parlait des événements de cette nuit-là comme s'il les lisait d'un script. Les procès-verbaux indiquent qu'il pouvait littéralement reconstituer chaque minute. À quelle heure ils sont arrivés sur scène, quelles chansons les groupes jouaient, quand Cormac est apparu dans la foule et comment la dispute s'est déroulée. Il ne donnait pas seulement les heures, mais aussi les minutes et parfois même les secondes où quelque chose s'était produit. Les détectives savent très bien. La mémoire humaine ne fonctionne pas ainsi, surtout lorsqu'il s'agit d'un festival bruyant, avec des milliers de personnes, de l'alcool, des organisateurs fatigués et un sentiment général de chaos. La plupart des témoins ont situé les événements dans des délais très approximatifs, vers 23 heures, quelque part vers minuit. Seul Liam fournissait à chaque fois une chronologie détaillée, comme s'il l'avait répétée à l'avance. De plus, son apparence après la nuit du festival a attiré l'attention. Alors que d'autres rentraient en chez eux avec des chaussures sales et des vêtements tachés, les bottes de Liam étaient étrangement propres. Lorsqu'on lui a posé une question directe à ce sujet, il a répondu qu'il avait passé presque toute la nuit sur le sol dur près de la Seine et qu'il avait utilisé un chemin pour se rendre aux tentes, ce qui expliquait que ses chaussures ne se soient pas sales. Théoriquement, c'était possible. Mais les détectives ont eu le sentiment que cette explication sonnait trop commode. En réalité, le terrain du festival, après les pluies, était une véritable boue. Et même ceux qui ne s'étaient toujours pas éloignés de la scène revenaient avec les pieds sales. De plus, Liam parlait de lui-même de manière trop cohérente et fluide. Il ne faisait pas de pause, ne doutait pas de ses paroles, n'essayait pas de se souvenir de détails. Tout sonnait clair et confiant, comme si le discours avait été appris par cœur. L'enquêteur a remarqué: une telle manière est généralement caractéristique des personnes qui préparent une histoire à l'avance pour ne pas s'en mêler les pinceaux lors de l'interrogatoire. Et plus Liam parlait, plus le sentiment que c'était précisément un tel cas se renforçait. Quand plusieurs de ces petits détails se sont accumulés, l'un des détectives a décidé de ne pas les laisser sans vérification. Il a fait ce qui est considéré comme une routine dans de telles enquêtes. Il a envoyé une demande à la compagnie de téléphonie mobile pour obtenir des données sur le mouvement des téléphones. À la police, on appelle cela l'analyse des données des antennes relais. De telles informations enregistrent avec quelle antenne un téléphone s'est connecté à un moment donné. Normalement, cela est utilisé pour confirmer ou infirmer les déclarations des témoins. La demande incluait également le numéro de Liam. À l'origine, elle ne devait que confirmer sa propre version.
qu'il était retourné à la tente après la dispute et ne l'avait plus quittée jusqu'au matin. Mais lorsque les données sont arrivées, elles ont montré une image complètement différente. Ce résultat est devenu le tournant de l'enquête, détournant les soupçons pour la première fois, non pas sur Cormac, mais là où personne n'avait regardé auparavant. L'analyse experte des données de téléphonie mobile fut le moment où l'enquête prit son premier véritable tournant. Si jusqu'alors tout reposait sur les paroles, les souvenirs et les émotions des témoins, il existait désormais une source d'information impartiale dans l'affaire. Les antennes relais ne connaissent pas la pitié, ne se trompent pas sur l'heure, n'oublient aucun détail. Elles enregistrent tout à la minute près. Pour les enquêteurs, c'était la chance de poser enfin pied sur un terrain solide. La vérification a commencé avec Cormac. C'était le principal suspect, et il était logique de voir si son récit d'ivresse et de feu de camp correspondait à la réalité. Et il s'est avéré que oui. Son téléphone était connecté toute la nuit à la même antenne qui desservait la zone de la scène du festival et du camp adjacent. Le signal ne bougeait pas, ne quittait pas cette zone. Cela signifiait que tous ses propos sur le fait qu'il s'était enivré, qu'il était resté près du feu de camp et qu'il s'y était endormi, avaient une base réelle. Son alibi, qui ressemblait à une faible tentative de justification, est soudainement devenu un fait confirmé. Pour la police, c'était le premier coup sérieux porté à la version qui s'était si commodément construite autour de l'image de l'ex-jaloux. Puis les regards se sont tournés vers Aoif. Son téléphone s'est tu vers 23 heures. Cette heure coïncidait avec le moment où des témoins l'ont vue près de Liam alors qu'elle s'éloignait de la scène après le conflit. Après cela, rien. Pas de message, pas d'appel, pas de reconnexion au réseau. L'appareil semblait avoir disparu. Pour les enquêteurs, cela signifiait une chose. Tout ce qui s'est passé après n'a plus laissé de traces numériques d'Aoif elle-même. C'était une limite au-delà de laquelle sa présence ne pouvait être reconstituée que par des données indirectes. Et enfin, ce fut le tour de Liam. Ses déclarations semblaient les plus cohérentes, et c'est précisément pourquoi elles ont été initialement fiables. Il a dit qu'après la dispute, il était immédiatement retourné à la tente et ne l'avait plus quittée jusqu'au matin. Il a répété cette version plusieurs fois, sans la moindre hésitation. Mais les données des pylônes ont montré une image complètement différente. Environ une demi-heure après avoir été vu avec Aoif, le téléphone de Liam a cessé de se connecter à l'antenne qui desservait le festival. Le signal a migré vers une autre zone de couverture. Pendant une période d'1h30, son appareil a été localisé dans la zone d'une rivière isolée, située à environ 1,5 km du site du festival. Cet endroit n'était ni touristique, ni propice aux promenades, sombre, envahi de roseaux, sans chemin ni éclairage. Dans l'obscurité, rares étaient ceux qui s'y rendaient. Ces 90 minutes sont devenues cruciales. Alors que Liam assurait à la police qu'il se trouvait dans la tente, son téléphone montrait clairement qu'il s'était éloigné du lieu animé. De plus, son itinéraire correspondait à la direction dans laquelle les premières preuves matérielles devaient être découvertes plus tard. Pour les détectives, cette découverte fut un tournant. Tout ce qui ressemblait auparavant à des déclarations assurées et à l'image d'un ami inconsolable commença à s'effriter. Sa mémoire parfaite semblait désormais apprise par cœur. Son calme artificiel et ses chaussures propres et l'absence de boue un maillon de plus dans la chaîne. Les données de l'opérateur mobile ont conduit l'enquête pour la première fois au-delà des versions basées sur les émotions et ont montré la géographie réelle des événements. Les enquêteurs avaient désormais une nouvelle piste et l'attention, qui pendant des semaines s'était portée sur Cormac, commença progressivement à se déplacer dans une autre direction, là où les traces numériques indiquaient Liam O'Connell. Lorsque les policiers ont obtenu les données des antennes de téléphonie mobile, la première chose qu'ils ont vérifiée a été la piste de Cormac. Jusqu'à ce moment-là, il était considéré comme le principal suspect. La scène agressive sur la scène, les messages acerbes dans le téléphone d'Aoif, le comportement impoli lors des interrogatoires, tout semblait s'emboîter comme un puzzle. Mais la technologie a montré le contraire.
Et puis l'enquête a décidé de tout vérifier dans les moindres détails pour ne laisser aucun doute. Ils ont commencé par interroger les témoins. Des dizaines de vendeurs de nourriture et de boissons travaillaient au festival. Beaucoup restaient à leur stand jusque tard dans la nuit. Lorsque les détectives ont posé des questions, certains d'entre eux se sont souvenus. Oui, Cormac était apparu vers minuit. Il était très ivre, chancelait, a acheté quelque chose à manger et est resté à proximité. L'un des employés a décrit qu'il semblait à peine pouvoir tenir debout et s'est assis par terre près du feu de camp après seulement quelques minutes. Ensuite, un groupe de jeunes a été trouvé qui étaient assis toute la nuit autour du même feu de camp. Ils ont confirmé, Cormac s'était d'abord disputé bruyamment avec quelqu'un, puis s'était assis par terre et s'était endormi peu après. Il ronflait si fort que nous avons ri et même jeté des copeaux de bois sur lui, mais il n'a pas réagi, a dit l'un d'eux. D'autres ont ajouté qu'il n'était pas parti, ne s'était pas levé et était resté là jusqu'au matin, jusqu'au lever du soleil. Ces déclarations concordaient avec les données téléphoniques. Le signal de Cormac était resté toute la nuit dans la zone du même mât qui desservait la partie centrale du festival. Aucune sortie au-delà des limites de cette zone n'a été enregistrée. Cela signifiait que sa version, selon laquelle il s'était simplement enivré et avait dormi près du feu de camp, correspondait à la vérité. Tout ce qui ressemblait auparavant à une preuve, les cris, l'agression, la correspondance, semblait maintenant être une réaction émotionnelle d'une personne offensée, mais pas les actes d'un meurtrier. Pour les enquêteurs, ce fut un choc. Pendant plusieurs jours, ils avaient exercé une pression sur Cormac. Il a été traîné à des interrogatoires, ses relations ont été vérifiées, sa correspondance analysée. L'opinion publique s'est également acharnée sur lui. Les journaux l'avaient déjà dépeint comme coupable. Les voisins chuchotaient qu'il avait détruit la vie d'Aoif. Mais il s'est avéré maintenant qu'il ne pouvait pas être impliqué dans sa disparition. Tout indiquait que la police suivait une fausse piste et perdait un temps précieux. C'est précisément à ce moment que l'attention s'est déplacée vers Liam. Si l'ex-petit ami était innocent, qui était resté avec Aoif cette nuit-là? La réponse était évidente. Toutes les déclarations convergeaient vers un point. La dernière personne avec qui Aoif a été vue vivante était son nouveau petit ami. Et c'est son téléphone qui a quitté la zone du festival pendant 90 minutes en direction d'une rivière isolée, là où il n'y avait ni chemin, ni éclairage, ni personne la nuit. Cela est devenu le tournant de l'enquête. Du témoin inconsolable que tout le monde plaignait, Liam O'Connell est devenu le nouveau principal suspect. Ces récits calmes étaient désormais perçus comme des mensonges soigneusement préparés. Et maintenant, la police voulait vérifier ses actions pas à pas. Lorsque l'attention des enquêteurs s'est finalement portée sur Liam, sa vie a été passée au crible. Pour les policiers, il était important de comprendre qui était vraiment ce jeune homme que tout le monde considérait comme un compagnon irréprochable. Et plus il plongeait dans son passé, plus une image se dessinait, loin du petit ami parfait qu'il apparaissait les premiers jours de l'enquête. Les demandes officielles auprès de connaissances et d'amis n'ont rien donné de particulier. Tous ont dit que Liam avait toujours fait bonne impression, s'était montré confiant, poli avec les professeurs et populaire auprès des filles. Mais beaucoup plus d'informations ont pu être recueillies lors de conversations informelles avec ses ex-petites amies. Beaucoup ne voulaient pas se tourner ouvertement vers la police, mais ont accepté de raconter anonymement. Leurs histoires étaient étrangement similaires. Presque toutes disaient la même chose. Au début de la relation, Liam semblait attentionné, prévenant, voire excessif. Il faisait des cadeaux, écrivait de longs messages, soulignait toujours qu'il était là et prêt à soutenir. Les premiers mois à ses côtés semblaient un conte de fées, mais peu à peu, derrière cette bienveillance, autre chose a commencé à apparaître. Le désir de contrôler entièrement la vie de sa partenaire. Il pouvait appeler des dizaines de fois par jour et exiger que la jeune fille envoie des photos confirmant son lieu de résidence. Si elle était en retard à un rendez-vous avec des amis,
Il faisait des scènes, et tout cela était accompagné de mots sur la bienveillance et l'amour. L'une des femmes a avoué. Je pensais à l'époque qu'il s'inquiétait juste pour moi. Mais plus tard, j'ai compris. Ce n'était ni de la jalousie, ni de l'inquiétude. C'était une tentative de contrôler chacun de mes mouvements. Une autre a décrit des détails encore plus troublants. Selon elle, Liam n'était pas enclin aux disputes bruyantes. Au contraire, si quelque chose ne se passait pas comme prévu, il se taisait. Son visage devenait de pierre, son regard froid. Elle appelait cela un état de colère glaciale. Il pouvait rester silencieux pendant des heures, et puis soudain prononcer quelques mots d'une manière qui me faisait peur. C'était pire que des cris, a-t-elle dit. Plusieurs ex-petites amies ont remarqué que Liam ne considérait jamais un rejet comme normal. Si une fille essayait de mettre fin à la relation, il exerçait encore plus de pression. À l'une d'elles, il a dit directement « Je ne te laisserai pas partir comme ça ». Une autre s'est souvenue qu'en essayant de rompre, elle s'était sentie enfermée dans une cage, parce que Liam ne lui laissait littéralement aucun espace. J'ai finalement arrêté de répondre à ses appels et j'ai simplement disparu de sa vie. C'était le seul moyen de m'échapper, a-t-elle raconté. Ses souvenirs contrastaient fortement avec l'image que Liam créait en public. Pour les parents des filles, il était toujours le gendre parfait, poli, souriant, disant les bons mots. En public, il savait se montrer charmant et confiant. Mais derrière des portes closes se révélait une autre personne. Dure, ne tolérant aucun refus et prête à briser les limites des autres pour son propre confort. Pour les enquêteurs, ce portrait est devenu décisif. Ils ne voyaient plus seulement les données numériques qui contredisaient ses paroles, mais aussi la base psychologique qui expliquait ses actions possibles la nuit de la disparition d'Aoif. Tout indiquait qu'un refus n'était pas seulement une déception pour lui, mais une humiliation personnelle. Cela signifiait que lorsque Aoif avait dit que la relation évoluait trop vite et qu'elle avait besoin de temps, Liam aurait pu le percevoir comme une trahison. Ainsi, une nouvelle image est apparue. Derrière l'apparence charmante se cachait une personne incapable de gérer un refus et percevant chaque « non » comme un défi. Et c'est précisément ce qui a ouvert aux enquêteurs une explication possible de ce qui s'est passé cette nuit-là au bord de la rivière. Pour le deuxième interrogatoire, Liam est arrivé aussi confiant que la fois précédente. Il se tenait droit, parlait d'une voix mesurée. Son apparence était impeccable. Tout semblait indiquer qu'il venait seulement confirmer ce qui avait déjà été dit. Il était sûr qu'il raconterait son histoire une fois de plus et quitterait le bureau avec le statut de témoin inconsolable. Mais cette fois, tout était différent. L'atmosphère dans la pièce était lourde. Les enquêteurs n'étaient plus des interlocuteurs polis qui écoutaient à chaque détail. Sur la table devant lui se trouvait une carte, une impression des données des antennes de téléphonie mobile. Des points rouges marquaient les mouvements de son téléphone cette nuit-là, et parmi les marques habituelles près du festival, une ressortait qui est devenue décisive. Elle le menait bien au-delà des limites du camp, vers la rivière, dans une zone isolée où, à cette heure, il ne pouvait y avoir de personnes au hasard. Au début, la conversation s'est déroulée selon l'ancien schéma. L'enquêteur a posé les mêmes questions qu'auparavant. Où il était après la dispute, combien de temps il avait passé sous la tente, s'il avait vu quelqu'un d'autre. Liam a répondu comme toujours. Il a répété que lui et Aoif étaient retournés à la tente et qu'ils n'étaient allés nulle part ailleurs. Ses mots sonnaient confiants, voire trop. Il semblait qu'il essayait de rejouer le rôle du témoin fiable et ouvert devant le public. Mais précisément ce calme semblait maintenant suspect. Puis l'enquêteur a rapproché la carte. Liam a vu le schéma avec les marques devant lui. Et pour la première fois, son expression faciale a changé. Le détective a dit calmement « Votre téléphone montre autre chose. » Et dans le bureau, le silence était total. Liam a cessé de parler. Il fixait la carte, comme s'il essayait de comprendre s'il pouvait contester ce qu'il voyait. Mais les chiffres ne laissaient aucune marge de manœuvre. Le silence a duré plusieurs minutes,
Dans les procès-verbaux d'interrogatoire, il est noté. Il était resté immobile, son regard fixé sur la carte, mais les mouvements de ses doigts montraient qu'il était nerveux. Il a tapoté la table, a serré le poing, puis l'a rouvert. Pour les enquêteurs expérimentés, de tels détails en disent plus que des mots. C'est le moment où une personne réalise pour la première fois que son histoire s'effondre. Lorsque le silence est devenu trop long, Liam a essayé de donner une explication. Ses mots sonnaient de manière hésitante. « Oui, j'étais dehors. Je suis juste parti seul. J'avais besoin de faire une promenade, de réfléchir. » Il parlait doucement, comme s'il se justifiait. Mais précisément, cette explication semblait pire que toute autre version. Personne ne se promène la nuit dans une zone marécageuse, sans lampe de poche, loin de tout, surtout si un festival avec beaucoup de monde et de lumière a lieu à proximité. L'explication n'a pas résisté à la critique. Pour les enquêteurs, ce fut le moment décisif. Ces paroles ont été consignées, mais n'avaient plus aucun poids. De plus, ce mensonge maladroit a donné à la police la possibilité d'étendre officiellement le cadre de l'enquête. Si une personne cache son lieu de résidence, cela signifie qu'elle a quelque chose qu'elle ne veut pas montrer. Et cela a ouvert la voie à l'étape suivante, la perquisition de la voiture de Liam. Ainsi, l'interrogatoire, que Liam avait perçu comme une formalité de plus, s'est transformé en une scène de basculement. Sa confiance en lui s'est brisée pour la première fois. Le masque a commencé à s'effriter et l'essentiel est apparu. Sa propre version de la nuit du festival ne correspondait plus aux données objectives. C'est précisément ce qui a signalé à la police de continuer et de chercher de véritables preuves de ce qui s'était passé. La fouille de la voiture de Liam est devenue l'étape dont dépendait toute la logique de l'affaire. Les enquêteurs comprenaient. Ses déclarations lors de l'interrogatoire étaient pleines de contradictions. Et la route de son téléphone indiquait clairement qu'il mentait sur son emplacement. Mais les soupçons indirects sont une chose, les preuves tangibles en sont une autre. C'est pourquoi les techniciens de la police scientifique ont travaillé avec une extrême minutie. La voiture de Liam était une vieille Ford Fiesta usée. L'intérieur était abîmé, le coffre était encombré de choses, comme chez la plupart des jeunes conducteurs. À première vue, rien de spécial. Mais les experts savent, de telles voitures peuvent conserver des traces pendant des années. La fouille a commencé aux endroits les plus évidents. La boîte à gants, vide, seulement des documents et quelques reçus d'essence. Dans les vides-poches des portières, de la monnaie, des serviettes, quelques bouteilles en plastique. Dans le coffre, une tente, des chaises pliantes, de vieux sacs. Tout semblait banal, sans aucun signe de quelque chose d'inhabituel. Mais les techniciens de la police scientifique ne travaillaient pas à la vitesse. Leur méthode est l'attention et la patience. Chaque centimètre de la voiture a été vérifié individuellement. Ils ont utilisé des lampes de poche, des sondes, des pincettes. Ils ont retiré les tapis de sol, inspecté les coutures des sièges, même vérifié les bouches d'aération. Au début, ils n'ont trouvé que de la poussière et des débris. Mais dans de tels cas, c'est souvent ainsi. La vraie preuve se cache là où même le propriétaire ne regarde pas. Lorsque la zone sous le siège du conducteur est arrivée, l'un des experts a remarqué un petit éclat. C'était quelque chose de métallique, coincé profondément entre la moquette et les rails du siège. Avec difficulté, l'objet a été retiré. Dans les mains du technicien de la police scientifique se trouvait un mince bracelet en argent. À première vue, un simple bijou. Mais pour les enquêteurs, c'était immédiatement un signal. Les bijoux de ce type se retrouvent rarement par hasard sous un siège. Il a été montré à la famille Dawif. Les proches ont reconnu la pièce sans aucun doute. Ils le lui avaient offert pour son anniversaire 1 an auparavant. Pour eux, c'était un souvenir. Et ils savaient exactement. Elle l'avait porté ce soir-là au festival. À ce stade, il fallait confirmer que la découverte était effectivement liée au lieu présumé du crime. Le bracelet a été envoyé pour examen. Des particules de terre ont été trouvées sur sa surface.
Elles ont été comparées à des échantillons de sol que la police avait précédemment recueillis à l'endroit de la rivière où menait la route du téléphone de Liam. L'analyse a révélé une correspondance complète de la composition. La même structure de tourbe humide, les mêmes impuretés minérales. Cela signifiait que le bracelet avait été exactement là où Liam avait nié sa présence. Pour les enquêteurs, ce fut un tournant. Jusqu'à ce moment, ils n'avaient que des mots, ces fausses déclarations, les témoignages de témoins, les données des antennes. Tout cela pouvait être interprété différemment, discuté, expliqué, mais le bracelet en argent s'est avéré être une preuve directe. Il ne laissait aucune place à l'interprétation. Un objet appartenant à Aoif se trouvait dans la voiture de Liam. Et dessus se trouvaient des particules de terre de l'endroit où sa route nocturne menait. Ce petit détail est devenu l'élément qui manquait à l'enquête. À partir de ce moment, sa version de la promenade nocturne s'est définitivement effondrée. La police avait un objet qui reliait Liam au lieu de la disparition. Et précisément cette découverte a changé son statut. Il ne ressemblait plus à une victime ou à un témoin. Maintenant, devant les enquêteurs se tenait le principal suspect contre qui il y avait une preuve tangible. Ainsi, dans une vieille voiture, entre la poussière et les choses oubliées, la preuve a été trouvée qui a mis fin à sa légende et a ouvert la voie à la phase décisive de l'enquête. Lorsque Liam a été de nouveau convoqué en salle d'interrogatoire, il est entré aussi calme qu'avant. Il était sûr de pouvoir rejouer son rôle, celui du témoin confiant et coopératif. Il s'est assis droit, a croisé les doigts et a attendu les questions. Mais l'atmosphère dans la pièce était différente. Les enquêteurs ne se sont pas pressés de commencer la conversation. Ils le regardaient en silence, puis l'un d'eux a sorti un sac de preuves transparent d'une mallette. À l'intérieur se trouvait un mince bracelet en argent. À première vue, un bijou ordinaire. Mais pour Liam, c'était le symbole que sa version des événements, si soigneusement construite, venait de s'effondrer. Le bracelet avait été identifié par la famille d'Aoif comme son objet personnel, qui lui avait été offert 1 an avant sa disparition. L'enquête avait détecté des particules de terre qui correspondaient entièrement au sol du bord de la rivière, là où les données de son téléphone menaient. Ce n'était plus seulement un soupçon, un fait indirect. C'était une preuve directe. L'enquêteur n'a pas dit un mot. Il a simplement posé le sac sur la table et l'a poussé vers Liam. Un silence pesant régnait dans la pièce. Jusque-là, Liam s'était montré confiant, parlant calmement et parfois même de manière provocante. Mais à ce moment, son expression a changé. Son regard s'est figé sur le bracelet. Ses joues sont devenues pâles. Ses lèvres ont tremblé. Il n'a pas interrompu, n'a pas essayé de se justifier immédiatement, comme avant. Il s'est tu. Le silence a duré longtemps. Selon les procès-verbaux d'interrogatoire, plusieurs minutes. Il était assis là, sans lever les yeux, et tapotait seulement la table du bout des doigts. C'était un signe clair de tension intérieure. Les enquêteurs sont restés silencieux volontairement, lui laissant de l'espace pour qu'il ressente lui-même l'impasse. Finalement, il a essayé de parler. Sa voix était sourde et incertaine. « Ce n'est pas ce que vous pensez », a-t-il dit. Mais il savait lui-même que de tels mots ne changeaient rien. Le bracelet n'avait pas pu atterrir dans sa voiture par hasard. Les experts ont confirmé. Il n'appartenait pas seulement à Aoif, mais avait aussi été à l'endroit où Liam avait juré ne pas être. Il n'avait aucune explication crédible. La résistance est devenue impossible. Après quelques minutes de silence, il a baissé la tête et a dit « Assez, je vais raconter ». C'est ainsi que commença sa confession. Liam a raconté en détail ce qui s'était passé au festival. Selon ses dires, Aoif lui avait dit ce soir-là que la relation évoluait trop vite et l'avait prié de faire une pause. Pour lui, ces mots furent un coup porté à son estime de soi. Tout ce qu'il avait construit, l'image du petit ami attentionné et idéal, s'effondrait. Il a avoué l'avoir conduite à la rivière, là
loin de la foule. Il a perdu le contrôle au cours du conflit. Aouif a essayé de l'arrêter, mais il a agi sous l'emprise de la colère. Pris de panique, il a tenté de cacher son corps dans la zone marécageuse, croyant que cela suffirait pour que personne ne la trouve. Mais le bracelet, qui s'était accroché au rembourrage de son siège de voiture, est devenu le détail qui l'a finalement trahi. Liam n'a pas seulement avoué, il a accepté de montrer aux enquêteurs l'endroit exact où il avait laissé Aouif. Pour la police, ce fut la percée décisive. Une affaire construite sur des soupçons indirects avait maintenant à la fois un aveu et des preuves directes. Et devant eux se trouvait la phase où ces paroles devaient être confirmées sur place. La cause de la tragédie s'est avérée effrayante de simplicité, et c'est là que réside sa part la plus terrifiante. Tout ce qui s'est passé n'était pas le fruit d'un plan prémédité, d'un scénario soigneusement élaboré ou d'une conspiration. Ce n'était pas l'histoire d'une longue préparation et d'un calcul froid. Tout s'est produit à cause d'une courte phrase prononcée au mauvais moment et à cause d'un homme qui ne pouvait pas supporter un refus. Selon Liam, il se tenait au bord de la rivière, un peu à l'écart de la scène principale du festival. Au loin, on entendait encore de la musique. Les gens continuèrent de danser et de rire, mais ici, au milieu de l'obscurité et des roseaux, ils étaient seuls. Aouif lui a dit qu'elle avait le sentiment que leur relation évoluait trop vite. Elle a suggéré de faire une pause, de réfléchir à elle-même et de ne rien précipiter. Ses mots étaient calmes, sans agressivité. Elle ne voulait pas le blesser. Elle voulait juste retrouver son espace personnel. Pour Liam, cela sonnait différemment. Il n'a pas entendu une demande, il a entendu un jugement. Tout ce qu'il avait construit au cours des dernières semaines, l'image d'un petit ami attentionné, prévenant, idéal, qui semblait incarner son rêve, s'est effondré. Pour lui, ce n'était pas seulement une conversation sur une pause. C'était l'équivalent d'une trahison, d'une humiliation personnelle. Lors de l'interrogatoire, il a lui-même avoué « J'ai senti que je perdais tout, et comme si j'étais effacé de sa vie. » C'est précisément à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en lui. Sa perception narcissique, dans laquelle un rejet est une insulte, dans laquelle chaque non détruit l'image qu'il a créée, n'a pas résisté. Au lieu de partir et d'accepter ses mots, il a explosé. Ce n'était pas une tempête émotionnelle avec des cris et de l'hystérie. Au contraire, il a été décrit comme quelqu'un sujet à une froide colère. Son regard est devenu vide, ses actions brusques et déterminées. C'est ainsi que cela s'est passé au bord de la rivière. Il l'a attrapé, ne l'a pas lâché et dans un accès de rage, lui a ôté la vie. Liam lui-même a dit qu'il ne se souvenait de presque rien de ce moment, sauf du sentiment de perte totale de contrôle. Mais pour les enquêteurs et les psychiatres, c'était clair. Il s'agissait d'une explosion classique de rage narcissique. Elle avait prononcé des mots qui détruisaient son image de soi, et à ce moment-là, il a agi comme quelqu'un qui devait à tout prix retrouver le sentiment de pouvoir. Ensuite, la panique. Tout ce qui s'est passé ensuite a montré son impréparation et son désordre. Il ne savait pas quoi faire. Dans l'obscurité, pressé et regardant autour de lui, il a traîné Aouif vers une crique marécageuse. Cet endroit a été choisi au hasard. Des fourrés de roseaux, un sol mou où l'on pouvait cacher quelque chose. Il a essayé de dissimuler ce qu'il avait fait, mais l'a fait de manière extrêmement maladroite. Il n'a même pas remarqué comment le bracelet, qui s'était accroché au rembourrage de son siège, est resté dans sa voiture et est finalement devenu la principale preuve. Il n'a utilisé ni moyen de transport, ni outils spéciaux, ni plan clair. Ses actions étaient une tentative primitive de cacher les conséquences. C'est pourquoi, lorsqu'il a avoué et indiqué l'endroit où il avait laissé Aouif, le corps a été retrouvé relativement rapidement. Pour les enquêteurs, tout était définitivement clair à ce moment-là. Ce n'était pas un meurtre commis avec un calcul froid. C'était un acte impulsif de cruauté, commis dans un état d'explosion émotionnelle.
Mais cela ne diminuait en rien la tragédie. Devant eux se tenait un homme capable de se cacher derrière le masque du charme et de l'attention, mais incapable, au fond de lui, de supporter un simple non humain. Maintenant, l'affaire entrait dans une autre phase. Tout ce qui s'était passé cette nuit-là au bord de la rivière devait non seulement être consigné dans l'aveu, mais aussi être présenté devant un tribunal. Chaque détail des témoignages au bracelet retrouvés devait constituer la base de l'accusation. Liam O'Connell est définitivement passé du statut d'ami idéal à celui d'accusé qui devait rendre compte de ses actes. Le procès a commencé 2 ans après la tragédie. La défense a fondé son argumentation sur le fait que tout s'était passé sous le coup de l'émotion. Les avocats ont soutenu. Liam n'avait pas planifié le meurtre. Il avait perdu le contrôle de lui-même lors d'une explosion émotionnelle et avait agi sous le coup de la panique. Ils ont tenté de le dépeindre comme un homme qui avait agi sous l'influence des circonstances et non comme un criminel de sang-froid. Mais l'accusation avait une série de preuves qui ne pouvaient être ignorées. Dans la salle d'audience, les dossiers de l'affaire ont été lus un par un. Premièrement, les données des antennes de téléphonie mobile. La technologie a montré que Liam avait menti sur son emplacement et était allé à la rivière pendant 1h30. Deuxièmement, le bracelet en argent. Les proches d'Aoif l'ont identifié comme son objet personnel et l'expertise a confirmé des traces de terre correspondant à la zone marécageuse où Liam avait avoué l'avoir laissé. Une attention particulière des jurés a été attirée par les témoignages des ex-petites amies. Elles ont raconté comment Liam pouvait être charmant et attentif, mais derrière cette façade se cachait une personne sujette au contrôle et à une froide colère. Leurs mots ont aidé à former un portrait. Devant le tribunal se tenait non pas l'ami idéal, mais un homme qui ne pouvait supporter un refus. Et enfin, ses propres aveux. L'enregistrement de l'interrogatoire, dans lequel il a raconté en détail les événements de cette nuit-là, a été lu et diffusé dans la salle. Il ne restait aucun doute. Il a parlé du fait qu'il n'avait pas pu accepter ses paroles concernant une pause et qu'il avait perdu le contrôle. Toutes ces preuves se sont assemblées en une seule ligne et la défense ne pouvait plus les ébranler. Les jurés n'ont pas délibéré longtemps. Leur verdict a été unanime. Liam O'Connell a été reconnu coupable du meurtre prémédité d'Aoif Murphy. Le juge a lu le verdict. Une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant les 20 prochaines années. Ainsi s'est achevée une histoire qui a commencé comme une légère romance estivale et un festival de musique et qui s'est terminée dans la salle d'audience par la peine la plus sévère prévue par la loi. L'histoire de Liam et Aoif ne s'est pas terminée dans la salle d'audience. Elle a continué à vivre dans le destin de ceux qui étaient si proches d'eux, les changeant à jamais. La famille d'Aoif a décidé, après le verdict, que son nom ne devait pas seulement rester dans les chroniques d'une tragédie. Les proches ont fondé une organisation caritative dédiée à l'aide aux personnes confrontées à la pression psychologique et domestique dans leurs relations. Ils ont organisé des conférences, collaboré avec des collèges, invité des psychologues et des avocats. Leur objectif était d'éviter que de telles histoires ne se reproduisent. Pour Cormac, en revanche, tout s'est passé différemment. Son nom est resté longtemps en première page des journaux comme celui du principal suspect. Bien que le tribunal l'ait entièrement acquitté des accusations, un arrière-goût est resté dans la société. Il a raconté à ses amis qu'il se sentait étranger dans sa propre ville. Finalement, il a quitté l'Irlande et a commencé une nouvelle vie dans un autre pays. Son destin est devenu un avertissement sur la rapidité avec laquelle l'opinion publique peut faire d'une personne un paria, même si elle est innocente. Le festival River's Edge a également tiré un trait. Les organisateurs ont annoncé qu'ils ne le tiendraient plus jamais au même endroit. Pour eux, c'était devenu le symbole d'une tragédie. Le terrain au bord de la rivière, qui réunissait autrefois des milliers de personnes, est resté vide. Au fil des ans, des buissons et des roseaux l'ont envahi. Les habitants se sont souvenus. Personne ne voulait plus y retourner pour écouter de la musique. Pour la police irlandaise, cette affaire est devenue un précédent important. Elle a montré pour la première fois le pouvoir des preuves numériques. Les données des antennes de téléphonie mobile
autrefois considérées comme de simples informations supplémentaires, sont devenues un argument décisif devant le tribunal. Cette affaire a été incluse dans les supports pédagogiques destinés aux futurs détectives et à modifier l'approche des enquêtes. Désormais, en Irlande, les données mobiles sont systématiquement utilisées, au même titre que les méthodes classiques d'interrogatoire et d'expertise. Ainsi, la tragédie personnelle d'Aouif et de sa famille a influencé des dizaines d'autres destins, la société et même le système judiciaire. Cette affaire est devenue un avertissement sur la mince ligne qui sépare le masque d'une personne parfaite et le vrai visage qui peut se cacher derrière.